Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à la Maison de l'Océan pour la Cité de la Réussite, pour un nouveau débat. J'espère que vous avez déjà pu participer à plusieurs débats tout aussi passionnants les uns que les autres. Et la bonne nouvelle, c'est que ça continue, puisqu'on est là encore pendant au moins 1h30 jusqu'aux alentours de 18h pour une nouvelle thématique qui s'appelle cette fois-ci « Nourrir les hommes, les nouveaux défis de l'agriculture ». Donc voilà, un sujet autour de l'agriculture. Avant d'introduire nos 3 experts, je voulais juste vous expliquer comment allait fonctionner comment allait se passer cette conférence. On va avoir dans un premier temps donc une partie introductive où on va pouvoir parler un petit peu de nos experts, de leur métier. Dans un second temps, il y aura un échange avec un panel d'étudiants qui est juste ici. Bonjour à vous. Et puis, aux alentours de 17h40, donc pour les 20 dernières minutes de la conférence, vous aurez la possibilité de poser des questions à nos experts. Donc n'hésitez pas à lever la main bien haut, qu'on puisse vous repérer. Il y a quelqu'un qui passera vous distribuer
un micro pour que vous puissiez poser vos questions. Sans plus tarder, je propose qu'on se lance dans le vif du sujet avec nos 3 experts. Merci à tous les 3 d'être ici. Francesco Vellino, on va commencer par vous. Vous êtes donc directeur associé chez BCG France. Donc BCG, qu'est-ce que c'est? C'est le Boston Consulting Group, qui est donc une grande boîte, une grande entreprise de conseil international. Vous dirigez la partie impact social de BCG France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est ce programme un petit peu en détail? Merci. Donc effectivement, moi je suis au BCG, cabinet de conseil. Nous avons cette practice impact social qui regroupe toute une série d'activités que nous menons au BCG, les projets que nous faisons pour les grands organismes humanitaires ou impact social, agences onusiennes, ONG, que l'on aide dans leurs challenges et leurs missions. Et puis dans cette practice, dans ce regroupement-là, nous avons aussi une série d'experts qui travaillent avec ce qui sont nos clients cœur, les entreprises, sur les questions qu'elles peuvent avoir de développement durable au sens très large, qui sont environnementales ou sociales, pour les aider donc à construire des plans d'action, des diagnostics, des solutions aussi pour faire face aux challenges auxquels elles sont confrontées, très liés aux défis auxquels nous aussi nous sommes confrontés pour notre planète. Est-ce que vous avez des petits exemples d'entreprises, par exemple, que vous avez accompagnées et comment vous les avez accompagnées? Effectivement, je peux parler par exemple à titre personnel. Moi, je travaille beaucoup dans le secteur de la grande consommation, ce qui fait que, en partant de ce que l'on trouve dans les rayons de magasins, j'ai progressivement remonté jusqu'à l'agriculture. Et donc, j'ai la chance d'être là aujourd'hui pour vous en parler. On va aider les entreprises à construire des plans d'action, par exemple, de décarbonation de leur chaîne de production et de leur chaîne de valeur pour entrer dans les objectifs d'un monde à 1,5 ou un monde à 2 degrés. On travaille avec eux aussi sur tout ce qui est innovation, donc travailler autour des innovations dont on a besoin, que ce soit sur la partie climat, sur la partie environnementale, pour réduire l'impact sur la biodiversité, parfois aussi pour comprendre comment ces nouvelles règles bas carbone ou autres peuvent représenter des opportunités de marché pour ces entreprises, et aussi comprendre les attentes, surtout moi je travaille donc dans cette industrie de la grande consommation, les attentes de leurs clients et des consommateurs et comment ils peuvent les prendre en compte dans les travaux qu'ils font. Super, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Notre deuxième invité, donc Fabrice Aigron, vous êtes agriculteur laitier dans la région nantaise. Vous avez repris dans un premier temps l'exploitation familiale avant de lancer votre propre marque en direct des éleveurs, donc toujours dans le secteur laitier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous agissez au niveau local et quelle est la jeunesse de votre projet? Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis, pour être précis, éleveur laitier associé avec mon petit frère. Je dis toujours petit parce qu'il est toujours plus petit que moi. Et on est co-créateur et co-fondateur de la marque, en tout cas de l'entreprise SAS de nous à vous, de nous les producteurs à vous les consommateurs, créée en... Alors l'idée a germé en 2010, je refais un petit peu d'historique rapide. Pour ceux qui se souviennent, en 2009, vous avez des éleveurs laitiers en France qui ont jeté du lait. 11 millions de litres de lait en 15 jours. Je faisais partie des 3 organisateurs. Pour la première fois, plutôt que faire une manifestation et bloquer tout le monde, on a jeté notre propre production. Imaginez des centaines d'éleveurs jeter leur production du jour. C'est la première fois où j'ai vu et mon père et mon frère pleurer. Ce qu'on a mis en place, c'était, pour éviter de jeter, on a fait des dons. Des dons des associations, des dons à des hôpitaux, des dons à des cantines. Puis on a mis du lait gratuit à disposition dans plein de communes en France. Et les consommateurs mettaient dans notre bidon de lait ce qu'ils voulaient. Ce jour-là, on s'est aperçu en faisant les comptes tous les soirs que le consommateur mettait 1 €, pendant que nous, on vendait 20 centimes. À 1 €, on vit, à 20 centimes, on meurt. En 99, on était 120 000 exploitations laitières, on est 53 000 aujourd'hui. Et on produit toujours autant de lait. Je ne suis pas mathématicien. Hein, j'ai pas fait l'ENA, j'ai pas fait les grandes écoles, je suis juste agriculteur, mais le compte est facile à faire. Donc j'ai voulu défendre, comme beaucoup d'éleveurs entre 2009 et 2010, j'ai fait 60 000 km par an,
J'étais au ministère de l'Agriculture, de l'Environnement tous les 15 jours, pour rien en fait, parce que les solutions ne sont pas politiques, elles sont autres. Donc ouais, d'un petit coup de tête en 2010, je me suis dit, plutôt que de défendre, on va montrer par l'exemple qu'il est possible de faire autrement. Alors j'étais peut-être un petit peu trop présomptueux, parce que je me suis dit qu'en 6 mois, j'allais réussir à faire quelque chose. J'ai mis 5 ans, j'ai pris mon temps. On est là pour le temps. En agriculture, le temps est super important, parce que quand on parle du temps d'agriculture, on parle à la fois de la pluie et du beau temps, mais on parle aussi du temps qu'il faut pour qu'une graine pousse, du temps qu'il faut pour qu'un animal grandisse, du temps qu'il faut pour aller faire une récolte. Donc en 5 ans, en fait, on a créé une entreprise où des éleveurs sont au cœur du métier. On produit dans nos fermes, avec un cahier des charges qui n'est pas une obligation de moyens. On ne fait pas comme en bio, comme en label rouge, mais une obligation de résultat sur 3 critères. Santé des hommes, santé des animaux et santé du sol. Bien nourrir le sol pour bien nourrir les animaux, pour bien nourrir les hommes. Obligation de résultat avec des analyses et des mesures d'impact tous les 10 jours. C'est très simple. Et de là, on s'est dit, ok, on produit, maintenant il faut transformer. Parce que si vous envoyez ce produit-là dans la chaîne industrielle, il est noyé dans la masse. À 10, on fait 8 millions de litres de lait. Le lait de consommation en France, on consomme 1,9 milliard de litres sur 24 milliards produits. Comme dirait un de mes collègues, on est une goutte de lait dans la voie lactée. Donc on a décidé de transformer. Transformer, c'est 8,5 millions d'euros pour faire une usine. Donc on est la première usine en France, en Europe, faite par des éleveurs, avec des consommateurs, parce qu'on a fait un financement participatif en 2015 où on a levé 1 600 000 euros, qui nous a permis d'aller trouver des financements bancaires, parce que des éleveurs qui n'ont pas un rond, un sou en poche, qui gagnent moins de 200 euros par mois pour lever 8,5 millions, c'est un peu difficile. Et on a trouvé l'appui aussi de notre région de département pour faire un projet immobilier. Donc en 2016, notre laiterie est sortie de terre. On a créé la marque En Direct des éleveurs. Facile à reconnaître, hein, parce que c'est pas une brique, c'est pas une bouteille, c'est une poche. C'est une poche de lait souple. Amis parisiens, nous sommes là depuis 15 jours chez vous. Vous pouvez y aller. Je fais un petit peu de faux mots en même temps. Ça fait 5 ans qu'on va aller chez vous. On est alors selon la loi Egalim, le seul circuit court en France. Pourquoi? Parce que le circuit court, c'est un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. On a des revendeurs qui sont aujourd'hui des grandes et des moyennes surfaces, des petits magasins. Ce sont les seuls intermédiaires entre nous. Donc selon la loi Egalim, on est le seul circuit court. Selon la loi Egalim, on est aussi sur les impacts environnementaux parce qu'on mesure nos impacts à travers Bleu Blanc Cœur. Même si on n'est pas bio, on mesure nos impacts et on pourra en parler, mais il y a de vraies différences et il n'y a surtout pas d'opposition à faire entre les agricultures. Et le troisième, on est le seul, et encore une fois, vous entendez parler beaucoup de marketing, de greenwashing, mais on est le seul lait en France certifié, éthique et équitable, qui garantit un revenu aux éleveurs de 1 700 euros par mois, soit 2,5 fois à peu près la moyenne que... Vous me dites si je dis des bêtises. Mais chez nous, on parle de revenus disponibles mensuels pour un agriculteur et non pas de prix rémunérateur. On pourra faire un petit peu de sémantique, mais le prix rémunérateur, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas un revenu. Donc voilà, et on est en 2022, on existe encore parce que tout le monde nous avait dit qu'on disparaîtrait au bout de 6 mois ou de 2 ans, et on est toujours là, et j'ai un grand plaisir de pouvoir partager ce moment-là avec vous. Et bien partagez aussi. Et notre dernier invité, du coup, Jean-François Soussana. Jean-François, vous êtes de formation ingénieur agronome et docteur en physiologie végétale. Vous êtes membre du GIEC depuis 1998 et, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes depuis 2017 vice-président pour l'international de l'INRAE. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'INRAE, c'est un des plus grands centres de recherche français aujourd'hui, spécialisé sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Évidemment, c'est un petit peu compliqué de résumer en quelques mots ce que vous faites à l'INRAE, mais du coup, je vais me poser la question à vous personnellement. Quel est votre métier à l'INRAE? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce que vous faites? Vous gérez tous les dispositifs internationaux de l'INRAE, c'est ça? Oui, alors je vais revenir un peu sur mon parcours peut-être. Moi je suis chercheur effectivement et je pense que depuis tout petit je m'intéresse aux questions d'environnement et en fait d'alimentation, comment tout ça peut fonctionner. Et donc j'ai appris ce métier avec des approches expérimentales. Dans les années 90, j'ai commencé ce qui était probablement parmi les premières expériences sur les impacts du changement climatique avec l'effet de l'augmentation du CO2, l'effet du réchauffement, l'effet de la variation des précipitations. Puis j'ai fait
pas mal de modélisation. Et puis ma carrière a évolué parce que je travaillais alors justement en lien avec les éleveurs, en tout cas avec nos activités d'élevage au plan expérimental. Je travaillais sur les prairies, j'étais à Clermont-Ferrand, donc les prairies de moyenne montagne. J'ai beaucoup appris, c'était une ouverture à l'écologie, parce qu'en fait, quand on est dans une école d'agro, il y a très peu de formation en écologie, c'est un grand paradoxe, on ne sait pas pourquoi, il faut espérer que ça évoluera. Et ça m'a permis donc de me préparer à ce qui a été mon métier après. À partir de 2010, j'ai été nommé directeur scientifique environnement donc de notre institut. Alors il faut revenir sur ce qu'était INRA, c'était l'INRA à l'époque. Maintenant on est INRAE parce qu'on a fusionné avec un autre institut, IRSTEA, et on est effectivement le plus gros institut de recherche dans ce domaine, agriculture, alimentation, environnement en Europe, et on est au niveau 3 à peu près dans le monde dans toutes ces disciplines. On est même on est 3e si vous voulez en sciences agricoles et sciences du végétal, etc. Et puis on est 10e en écologie environnement, et en fait nos publications sont très repérées sur les objectifs du développement durable, ce qui montre qu'on s'engage dans ce sens-là. Alors quelle est ma responsabilité actuelle ? Auprès du président Philippe Mauguin, je développe tout ce qui est Europe et international, mais donc on a des copublications avec 150 pays, on développe des outils partagés, en ce moment notamment avec l'Afrique, avec le CIRAD, je pourrais y revenir si vous voulez, mais par ailleurs j'ai une carrière aussi d'expert, donc je me suis engagé dans l'expertise pour le GIEC, j'ai fait 4 rapports en tant que co-auteur, et puis je suis maintenant dans le Haut Conseil pour le climat, dans le Conseil européen de l'Union européenne pour le climat, donc je suis, disons, très intéressé, très présent sur ces enjeux. Avec des activités de lobbying aussi un petit peu aussi au niveau des... Certainement pas. Non, pas question. Non, quand vous êtes chercheur et expert, vous devez surtout pas faire de lobbying. Il y a des questions de lien d'intérêt, de conflit d'intérêt. Vous devez absolument être transparent. Non, évidemment, je peux pas du tout faire de lobbying, c'est pas mon intention. Très bien. Avant de laisser les étudiants poser leurs premières questions, je vous propose qu'on fasse juste une première partie introductive sur les notions clés, et notamment sur une notion dont on n'a pas encore parlé, mais qui se démocratise petit à petit dans le débat public, c'est la question de l'agroécologie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, en gros, qu'est-ce que l'agroécologie et en quoi ça diffère de l'agriculture classique comme on la connaît aujourd'hui? Oui, merci pour cette question. Alors, il y a beaucoup de choses à dire, mais finalement, l'agroécologie, c'est avant tout savoir se servir des régulations dans les écosystèmes, des régulations naturelles, à la place d'intrants. Donc, pour donner un exemple assez simple, on utilise en agriculture beaucoup d'azote minéral issu d'un procédé, le procédé Haber-Bosch, qui avait été inventé après-guerre, pendant la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Et en substitution de cet apport chimique, vous pouvez utiliser la fixation biologique d'azote par des légumineuses. Cela repose sur une symbiose entre les racines des plantes et des bactéries, et cela remplace à température ambiante, à pression ambiante, une réaction industrielle que l'homme ne sait faire que sous des températures de plusieurs centaines de degrés et de plusieurs atmosphères. Ça vous montre à quel point la nature est efficiente, efficace, et finalement on a aujourd'hui un plan national sur les légumineuses. On veut réduire nos importations de soja. Le soja, c'est associé à la déforestation bien souvent, donc vous voyez qu'il y a des enjeux de ce type-là pour l'agroécologie qui sont très importants. Ce que je voudrais dire aussi, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, c'est que le monde politique, le monde agricole, s'enferme parfois dans des débats un peu stériles sur les modèles, et que le mot agroécologie au plan international est parfois mal compris. En fait, les anglo-saxons parlent d'agriculture régénérative, ça veut dire à peu près la même chose, mais il y a beaucoup moins de références à des aspects sociaux qui sont au contraire assez présents dans le modèle agroécologie, et le modèle agroécologie va jusqu'à la transformation de l'alimentation qui n'est pas présente dans le modèle agriculture régénérative. Donc je bien apprécier votre commentaire sur le fait qu'il ne faut pas non plus s'enfermer dans des débats entre différents modèles agricoles, etc. Si je peux juste compléter un petit peu, je pense qu'on a juste perdu, nous, agriculteurs, le bon sens. Parce que tout ce que vous expliquez, c'est ce qui a été fait depuis la nuit des temps. Compléter des cultures les unes après les autres, juste parce qu'à un moment donné, on a décidé que l'agriculteur ne décédait plus chez lui. Il y a une quarantaine d'années, 50 ans, qu'il fallait produire à tout prix, et on a dit produisez, taisez-vous, on s'occupe du reste, et on a importé de la chimie, alors que le modèle que vous décrivez, il a juste du bon sens. Moi je vis à côté j'ai cette chance-là, j'ai 90 hectares de forêt au pied de ma ferme,
Mes parents, grands-parents sont nés au milieu du château, ont toujours vécu dans la forêt. J'ai jamais vu quelqu'un labourer et planter des arbres. La forêt, c'est juste régénérer. Et nous, c'est notre modèle. C'est ce qu'on voit tous les jours, tous les matins. Ça se fait tout seul. Et alors, tout le monde parle aujourd'hui de mimétisme ou l'agroécologie. Pour moi, ça n'a rien de nouveau. C'est de revenir à des choses qui sont juste très basiques. Et c'est les connaissances du monde agricole. Le problème, c'est qu'on les apprend même plus. Aujourd'hui, on va labourer, on va faire des concours de labour, on va faire des concours de semis, on va faire des concours... Mais on ne sait même plus associer deux plantes les unes avec les autres pour piéger l'azote de l'atmosphère et le redonner aux plantes, quoi. Oui, merci. Alors peut-être un petit commentaire, parce que tout ça peut paraître complètement fou. Pourquoi est-ce qu'on a eu cette transformation de l'agriculture française vers une agriculture bien plus intensive, consommant beaucoup d'intrants, très intégrée effectivement avec l'amont, avec l'aval. Il faut rappeler quel était le point après-guerre. Après-guerre, vous aviez jusqu'à 40% des enfants français qui étaient en situation de carence nutritionnelle. On avait vraiment des très gros problèmes d'alimentation de la population. Et finalement, ce qui a été mis en place, et c'était aussi avec le plan Marshall, il faut le rappeler, c'était aussi un mode de pensée qui venait des États-Unis, c'était une forme de plan d'urgence pour rattraper ce retard et assurer l'alimentation de la population. Et ça s'est traduit par un rattrapage très fort. On a augmenté beaucoup la production. On a été même au-delà de ce que l'on pensait, puisque la PAC s'est retrouvée devant des montagnes de lait qu'il fallait exporter, qu'on bradait. On faisait littéralement du dumping sur les marchés internationaux. C'était très problématique parce que les agricultures africaines, par exemple, vivrières, étaient concurrencées par des produits européens complètement bradés. Donc ça a découragé la production locale. Et puis tout ça a encore évolué avec les évolutions de la PAC, mais on va en reparler, j'imagine, on est encore dans pas mal de difficultés. Je pense juste un point par rapport à ce que vous dites et qui est très juste sur pourquoi, à la base, on a construit ce modèle. Dans le modèle que l'on a aujourd'hui, il vient de ce challenge-là, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'après-guerre. Quand le titre, je ne sais pas comment il est venu, le titre de la conférence, mais il est intéressant parce qu'il y a cette notion de nourrir les hommes. Si on regarde vraiment au premier ordre, on est 8 milliards aujourd'hui sur Terre. Il y a un vrai sujet de malnutrition. 10% à peu près des habitants sur Terre ont quelques carences, ont des carences, à peu près 300 une malnutrition plus sévère. Mais ce 10%, il faut le mettre en regard des 30-35% des habitants aujourd'hui de la planète qui sont en surpoids, voire en obésité. Nous avons un tiers de la planète aujourd'hui qui absorbe beaucoup plus d'apports protéiques qu'il ne lui en faut, là où il y en a 10% qui n'en a pas. Donc on est encore effectivement, et je pense que tout l'enjeu de la transition, c'est sortir de ce schéma. On est dans un schéma de course à la productivité qui était très juste, en tout cas fondé dans l'après-Seconde Guerre mondiale, mais qui aujourd'hui a beaucoup moins lieu d'être, et c'est beaucoup plus une question de distribution et de répartition que de montée de la productivité, et montée de la productivité qui nous a amené à, effectivement tout un tas d'autres problèmes aujourd'hui. Oui, alors je souscris à ça, mais je voudrais tout de même insister sur l'importance de la sous-nutrition. En fait, malheureusement, cela n'a pas décru en termes de nombre d'habitants. Cela a décru en proportion, puisque l'augmentation de la population ne s'est pas accompagnée d'une augmentation symétrique du nombre de personnes en sous-nutrition chronique. Mais nous sommes toujours à 800 millions de personnes qui sont en sous-nutrition chronique. Et malheureusement, récemment, sous l'impact du changement climatique, des conflits, vous avez une augmentation de la sous-nutrition la plus grave. C'est-à-dire des gens qui sont vraiment en état de famine, il faut le dire, qui sont aidés par le programme pour l'alimentation mondiale. Et j'espère qu'on va pouvoir en parler aussi. La situation que nous avons avec la guerre en Ukraine est absolument terrible. Il faut rappeler que la Russie et l'Ukraine exportent 30% des céréales, enfin du blé au niveau mondial. Le blé étant lui-même la céréale qui est la plus commercialisée
beaucoup plus que le riz, beaucoup plus que le maïs. Le maïs, c'est commercialisé, mais c'est surtout pour l'alimentation animale ou bien pour les biocarburants. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés mondiaux, c'est une augmentation du prix qui a atteint 47% au lendemain de l'invasion russe de l'Ukraine, qui a un petit peu redescendu, mais c'est complètement disproportionné avec la réduction des exportations, puisque, si vous voulez, les Russes ont continué à exporter, en fait. Il faut bien rappeler que les sanctions occidentales ne touchent pas les engrais, ne touchent pas les céréales, etc. Et en revanche, évidemment, l'Ukraine a été bloquée. Mais elle avait déjà exporté une grande partie de sa récolte. Donc au moment où les prix ont flambé, les exportations n'avaient diminué que de 3,5%. Donc on a aussi un vrai problème de régulation sur les marchés. Il faut savoir qu'il n'y a plus de stock public pratiquement. Il y en a un peu, enfin il y en a beaucoup en Chine. Il y en a en Suisse, c'est assez amusant. Il y en a pratiquement plus en Europe, enfin dans l'Union européenne. Et les stocks appartiennent à des opérateurs privés qui, sur des marchés qui ont été très libéralisés, évidemment réagissent en fonction de leurs intérêts, hein, et c'est tout à fait naturel. Mais les conséquences que l'on observe sont simplement très graves pour les pays importateurs et les populations les plus pauvres, qui sont en fait directement exposées à une flambée des prix. Déjà énormément de sujets traités en une question, c'est parfait. Je vais donner la parole à nos premiers étudiants. Allez-y, je vous laisse la première question. Merci beaucoup. Donc avec Léana, on avait une question double à vous poser, puisqu'on a deux questions qui se recoupaient bien. Donc moi, je m'appelle Célia Bonin, je suis étudiante en 2e année de master Affaires européennes à Sciences Po et en stage à Bruxelles, représentation de la région Pays de la Loire auprès de notre commission. Donc on avait une question très large que Léana va pouvoir compléter. Vous avez déjà commencé à l'aborder, mais selon vous, est-il possible de nourrir donc tous les hommes sans cette agriculture intensive que vous décrivez depuis tout à l'heure? Et si oui, par quels moyens? Et du coup, donc Léana Bosquet, étudiante en communication. Donc je vais compléter la question avec, selon les scientifiques du GIEC, il faudrait se tourner vers une alimentation plutôt végétarienne pour réduire notre impact environnemental. Donc ma question est, mais comment faire pour mieux répartir les terres qui sont aujourd'hui principalement destinées à l'élevage intensif? Je vais peut-être commencer, mais enfin, je ne voudrais pas... voilà, merci. Mais oui, donc c'est évidemment un grand débat pour aujourd'hui, c'est aussi un très grand débat pour demain, parce que s'il est très difficile de répondre à la question sans introduire les aspects climat et environnement. Si vous voulez, le secteur de l'alimentation, notre alimentation au niveau mondial, c'est à peu près 30%, disons, des émissions totales de gaz à effet de serre. Dans les projections, y compris pour la France, on travaille en ce moment sur la stratégie nationale bas carbone, le plan pour la neutralité carbone de la France. En 2050, les émissions résiduelles, c'est plus de la moitié l'agriculture. Donc vous voyez à quel point ça va être crucial de pouvoir réduire en agriculture. Donc en fait, la question, si je la formule, c'est non seulement ce que vous avez dit, assurer l'alimentation de tous, aujourd'hui, mais demain aussi, avec l'augmentation de la population, avec la transition, en tout cas statistique, des modes de consommation vers plus de viande, vers des régimes occidentaux où on consomme notamment plus de viande. C'est d'autant plus difficile. Hein. Et effectivement, lorsque vous intégrez tous ces facteurs et que vous essayez de trouver des options, vous vous rendez compte qu'il est à peu près impossible de compter uniquement sur la demande. Pardon, uniquement, je me suis trompé, sur l'offre. C'est-à-dire que si vous vouliez aller vers une augmentation de la consommation sans limite avec cette occidentalisation des modes de consommation, autant de pertes et de gaspillage qu'aujourd'hui, on a 30 à 40% de pertes et de gaspillage de l'alimentation, eh bien, vous arriverez à une déforestation massive et le problème climatique sera absolument insoluble. Donc, il faut jouer sur la demande. Alors, la demande, c'est réduire les pertes et gaspillages. Il y a beaucoup à faire. Je ne dis pas que c'est simple. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de voir ce qu'en pensent les gens qui sont au contact des industriels et des producteurs. Hein. Il y a également la question, qui est évidemment difficile, de l'équilibre entre les protéines végétales et les protéines animales. Alors, dans les pays de l'OCDE, nous avons une surconsommation de protéines animales au regard des règles, disons, santé établies par l'OMS. Hein, c'est des référentiels, c'est des moyennes. Il n'y a pas absolument les mêmes besoins pour toutes les catégories de la population. Mais enfin, si on prend en moyenne générale, on surconsomme de l'ordre de 40%, par exemple, de viande. Donc, on peut réduire. Si on réduit, on libère énormément de grains
pour l'alimentation humaine, ou encore on libère beaucoup d'hectares pour des écosystèmes, et ça peut être aussi pour des plantations, pour capter le carbone et faire des bioénergies. Donc tout ça, c'est vraiment sur la table dans les modèles qu'on a pour l'avenir. C'est très débattu en France, mais c'est aussi débattu au niveau mondial. Vous allez me dire, mais comment on fait ? Et ça, c'est vraiment la question, parce que vous avez aujourd'hui des politiques agricoles, la politique agricole commune, évidemment, mais il y a aussi des choses au niveau national. Mais en regard de ça, les plans nutrition santé, par exemple, en France, n'ont pas du tout les mêmes moyens. Et ça n'est que prochainement que la Commission va annoncer un plan sur l'alimentation durable. Voilà. Donc en fait, on a une forme de déséquilibre. On a beaucoup de moyens, beaucoup de politiques sur le volet production, mais je rappelle que les soutiens sont tout de même très déséquilibrés. On soutient les céréales, les oléagineux, on soutient les productions animales. Je sais que malheureusement, ça ne se traduit pas du tout par des bonnes conditions pour les éleveurs, mais il y a des soutiens tout de même. Et en regard de ça, les interventions sur les marchés de fruits et de légumes sont très très faibles. Il y a des soutiens en cas de calamité agricole, mais il y en a très peu. Il y a des soutiens exceptionnels sur les marchés, mais il y en a très peu en comparaison. Pourtant, ce que nous disent les nutritionnistes, c'est qu'on devrait augmenter notre consommation de fruits et de légumes de l'ordre de 40%. Donc, c'est tout de même un peu curieux. Encore une fois, tout ça ne s'explique que pour des raisons historiques. Ça s'explique quand vous voyez ce qu'il fallait faire dans les années 60. Voilà. Peut-être pour compléter, je partage absolument tous les points. Je pense qu'aujourd'hui, la réponse à votre question d'aujourd'hui peut être très différente de la réponse de demain. Parce que je pense qu'effectivement, demain, il faut qu'on tienne compte de cet enjeu climatique. Il faut qu'on tienne compte effectivement aussi de l'entrée en concurrence de différents usages de la biomasse. Il y a aujourd'hui, vous regardez l'aviation, vous regardez beaucoup de secteurs industriels qui ont construit une grande partie de leur stratégie de décarbonation sur de l'accès à la biomasse pour en faire du biocarburant ou autre, biomasse qui entrera en concurrence avec tous les autres usages. La meilleure équation serait enlever du côté de l'élevage ce que l'on va mettre dans la biomasse. Et effectivement, on a parlé des céréales tout à l'heure. En Europe, je pense que la statistique est de 2019, mais sur la production de céréales sur une année, on va dire standard, en Europe, c'est à peu près un quart qui arrive dans nos assiettes. C'est, je pense, de l'ordre de 15, un peu moins de 15% qui est pour de la biocarburant, que ce soit pour des véhicules, que ce soit pour l'industrie. Le reste, donc si je suis encore pas rouillé en calcul mental, à peu près 60%, c'est pour l'élevage, l'utilisation des animaux. Donc on voit qu'on a une opportunité aujourd'hui de rééquilibrage d'un modèle effectivement moins pertinent, rééquilibrage qui peut passer effectivement, et moi je le vois beaucoup aussi dans le quotidien effectivement avec mes clients, donc les entreprises, dans les choix des consommateurs. Aujourd'hui, encore une fois, très difficile de faire des discours moyens, mais se poser la question de, en France, est-ce qu'aujourd'hui on peut manger moins de viande? Quand on voit la moyenne où on est, la réponse est évidente. Il le faut. Et il le faut pour la planète, il le faut pour notre santé, il le faut. Après, on peut se trouver des excuses, on peut avoir besoin de plus d'éducation. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Effectivement, même l'impact sur la santé, sans rentrer dans le climat, et il faut l'expliquer, il faut éduquer, il faut probablement investir plus aussi sur cette éducation dans la nutrition. Mais en soi, je pense un des aspects quand même d'espoir sur comment on réussira ce challenge de nourrir la planète, c'est qu'il y a fondamentalement personne aujourd'hui qui est satisfait avec le modèle que l'on a, sauf effectivement quelques industries. Je vais vous donner l'œil du paysan alors. Je suis beaucoup plus loin que vous de tous ces sujets-là, sauf que je vais vous donner des chiffres concrets. Le blé, je l'ai vendu 170 € l'année dernière. Aujourd'hui, il est à 350. C'est la récolte de l'année dernière. Hein. Moi, il est vendu depuis le mois d'août. Hein. Et au mois de décembre, j'ai vendu du blé 195 € pour la récolte prochaine. Donc aujourd'hui, moi, la problématique, on me dit aujourd'hui, tu manques de lait, va acheter sur Ronex. Le problème, c'est la bourse, quoi. Enfin, à un moment, parlons concret, quoi. C'est les gens qui spéculent. Le blé, il change combien de fois demain entre le producteur et le consommateur? J'étais à la boulangerie l'autre jour, on me dit la baguette, elle prend 15 centimes, parce que le blé, il a pris 371%.
Ce à quoi j'ai répondu, le mien, il n'a pas bougé depuis juillet l'année dernière. Hein. L'huile de tournesol, mes tournesols sont dans mes champs, là. Ils ne sont pas récoltés. L'année dernière, à la récolte, on ne nous a pas dit qu'on manquait d'huile de tournesol. En France, on en manque, en Espagne, ils en manquent trop. Il va falloir qu'on m'explique. Il y a aussi tout ce jeu à côté de spéculation de gens qui font beaucoup d'argent. J'en reviens, les céréaliers qui vont vendre, du blé à 350, 400, ils vont toucher les mêmes primes PAC que les dernières où ils vendaient 190. Trouvent peut-être un juste milieu, un juste équilibrage, parce que la viticulture, l'arboriculture, le maraîchage, moi mes collègues viticulteurs ont pris 6 gelées sur 7 ans. Les arboriculteurs aussi, ils touchent 0. Là j'ai des collègues avec qui j'étais qui sont éleveurs de vaches laitières, ils ont eu la tempête, les récoltes sont détruites, le bâtiment s'est envolé, pas sûr qu'ils touchent quelque chose. Donc il y a aussi tout ça là. La PAC a aussi posé pour moi un autre problème, c'est que le consommateur ne sait plus le réel prix d'un produit. En fait, quand elle a été créée, c'était pour subventionner le panier de la ménagère. C'était ça. Donc aujourd'hui, quand vous achetez un lait à 65 centimes dans le rayon, posez-vous la question de savoir qui c'est qui est derrière quand même, quoi. On a tous une responsabilité. Déjà, on va moins consommer de viande, je vous rassure, parce qu'il n'y a plus de poulet dans les élevages avec la grippe aviaire. Il n'y a plus de viande bovine, parce que les agriculteurs disparaissent. Moi, j'ai un autre problème, hein. C'est que quand un agriculteur disparaît, c'est un céréalier qui arrive. Et quand vous mettez à la place d'un élevage des céréales, c'est des produits phytosanitaires, c'est des engrais chimiques et c'est du labour. Donc ça va beaucoup plus loin que ça. Je suis hyper terre à terre, hein. Je suis désolé, moi je suis pas un chercheur. Je parle la terre. Et voilà. Oui, il faut consommer moins de tout, ou plus de choses beaucoup plus variées. Parce que si je prends l'exemple chez nous, hein, chez notre marque, on ne laboure plus depuis les années 2000. Quoi. On travaille le sol de façon minime pour qu'on soit sur des sols vivants. Je vous dis, on reprend ce qui était fait il y a très longtemps avec nos outils d'aujourd'hui. Mais l'érosion des sols, elle touche toutes les agricultures. Et plus vous allez faire de culture, plus vous allez éroder les sols, plus vous allez tuer les sols. Moi, quand je vois des tonnes, des milliers de tonnes de céréales qui s'en vont dans la méthanisation, dans les biocarburants, alors qu'on a des millions de personnes qui meurent de faim, je ne trouve pas ça comme une avancée sociale. Je suis désolé, mais je ne trouve pas ça comme une avancée sociale. Donc il y a un vrai sujet de discussion. Le monde agricole, en fait, il a besoin d'une seule chose. Partout dans le monde, c'est une ligne directrice. J'ai essayé de me battre pour ça. Je suis à mon petit niveau, je n'ai pas assez de force en lobbying. Mais c'est que le jour où on mettra un plan alimentaire en France, quelle alimentation on veut pour les 30, 40 prochaines années, qu'est-ce qu'on décide, et qu'on dit au monde de l'agriculture, vous avez 10 ans pour l'atteindre, on va y arriver. L'agriculteur, il a changé 10 000 fois de technique. Il est obligé de s'adapter tous les jours en fonction de la météo. Donc si vous lui donnez une ligne directrice à atteindre, je vous promets, même si vous dites qu'il faut qu'on passe 100% bio, dans 10 ans, il y a zéro souci. Mais quel plan alimentation on veut? Parce qu'aujourd'hui, oui, on a de la malnutrition, mais la malbouffe, elle vient de quoi? Les excès de gluten, les excès de tout. Aujourd'hui, nos pommes, il faut en manger combien pour avoir les valeurs nutritionnelles de nos pommes d'il y a 30 ans? On n'a fait que du rendement, on ne parle plus de nutrition en fait aujourd'hui. Il faut 250 grammes d'un steak pour une valeur de 150 grammes il y a 20 ans. Il faut 5 pommes aujourd'hui pour une pomme il y a 20 ans. On ne parle plus de nutrition. Donc remettons, et là le temps intervient, parce que aujourd'hui on parle rendement à l'hectare. Je voudrais bien qu'on parle valeur nutritionnelle à l'hectare. Nous, quand on est en train d'un éleveur, on se compare, allez, t'as fait combien de rendement à l'hectare? Et je voudrais, de temps en temps, t'as fait quoi comme qualité à l'hectare? Quoi comme valeur nutritionnelle? C'est ça aussi, je pense qu'aujourd'hui, on a aussi perdu ça. Et pour ça, il faut du temps. Et il faut laisser le temps aux éleveurs de changer leur modèle, mais il faut qu'ils aient une ligne directrice, et aujourd'hui, on ne l'a pas. Et je pense, et j'espère qu'on va trouver une solution, parce que là, on est parti pour 15 ans de recul. Quand j'entends les discours agricoles où il faut casser les jachères, casser les bandes enherbées, casser tout pour produire à tout prix, parce qu'il faut qu'on fasse du gaz, parce qu'il faut qu'on fasse de la céréale, je suis désolé, c'est 15 ans en arrière qu'on part. Et là, il y a urgence, c'est pas 2050, hein, c'est pas 2030, c'est 2022. Hein. Je vais peut-être, excusez-moi, dire juste un petit mot là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Et du coup, il y a vraiment, avec cette situation tout à fait exceptionnelle qu'on a en ce moment sur la flambée des prix des matières premières agricoles,
et les risques de famine, en fait, famine tout à fait réelle dans une quinzaine de pays africains, alors certains de la rive sud de la Méditerranée, d'autres Afrique subsaharienne. Il faut savoir aussi qu'il n'y a plus de stockage dans certains pays. Le Liban, tout a explosé, comme vous savez. Pour eux, ils ont 15 jours devant eux en termes de stockage de céréales. Donc ils dépendent complètement des bateaux qui arrivent. Donc si vous voulez, dans cette situation exceptionnelle, c'est même un paradoxe qu'on continue à utiliser une partie de nos grains, notamment de blé, pour produire des biocarburants. C'est tout de même incroyable. Ça, c'est quelque chose qui mériterait vraiment des mesures et j'espère qu'on va pouvoir en discuter au niveau international prochainement, quoi. Et juste sur ce point, parce que je pense qu'effectivement, c'est important aujourd'hui. Mes clients sont plutôt des clients du monde de l'industrie, on va dire, que ce manufacturière. La crise du Covid leur a montré à quel point un modèle très mondialisé, où en gros on regroupe dans un pays une usine. J'ai des clients qui étaient très contents il y a 5 ans d'avoir dans un pays la plus grande usine au monde de shampoing avec laquelle ils pouvaient irriguer plein d'endroits. Et à la limite, peu importe, l'envoyer, ça coûte un peu plus cher, mais on a tellement massifié les volumes que d'un point de vue économique, on s'y retrouve. Ça a été le paradigme du modèle industriel, cette course à l'échelle, courbe d'échelle et autres, on l'apprend à l'école, etc., qui nous a mis dans un mur dont on a pris conscience au moment du Covid, parce que le jour où ce pays est sous lockdown, c'est pas juste ce pays à qui on n'arrive plus à envoyer les produits, c'est la moitié du monde. Et en fait, en réalité, l'agriculture, on en a fait une industrie. On en a fait une industrie de masse avec exactement le même problème. Et je pense que vous avez raison, c'est un problème de se dire qu'en Afrique, il y a des gens qui meurent de faim et qu'en France, on pense à faire du biocarburant avec ces graines. Après, la réalité, c'est que dans le modèle que l'on a mis en place, c'est un terrible échec de résilience. On n'a jamais réussi à rendre une Afrique autonome d'un point de vue agricole par rapport à ses besoins de nutrition. Jamais. Et je pense que du coup, au-delà de la question du modèle terrain, comment on fait de l'agriculture dans les champs, dans les choix stratégiques, il y a des vraies questions de modèle qui sont les questions que l'on se pose beaucoup aujourd'hui du côté de l'industrie et qu'il faut se poser du côté de l'agriculture, c'est-à-dire imaginer un monde où on arrivera à déplacer de manière fluide, rapide, peu chère et sans spéculation des matières d'un pays à l'autre qui nous permettent de faire face aux crises. Ça fait 40 ans qu'on voit qu'on n'y arrive pas. Et donc toute la question, c'est aussi comment... le local n'est pas qu'un sujet de bobo et de aller voir l'étiquette. C'est un vrai sujet de résilience et il l'est aussi pour l'agriculture. Merci, merci pour vos réponses. J'ai enchanté, donc Erwan Colombel, je suis étudiant ingénieur à Centrale Lille. Moi, je voulais poser une question sur le métier d'agriculteur, justement sur l'évolution l'évolution du métier d'agriculteur et aujourd'hui les différents challenges auxquels il est confronté. Donc on voit une population d'exploitants ou de co-exploitants vieillissantes. On parle de 56% d'exploitations qui ont comme exploitants des personnes de plus de 50 ans. On voit un manque d'attractivité chez les jeunes pour le métier d'agriculteur. Par contre, on voit de nombreux jeunes qui veulent justement se reconvertir vers des modèles beaucoup plus locaux, beaucoup plus bio, et souvent très bio. Moi, je voulais savoir, connaître donc d'un point de vue directement du terrain, mais aussi des différentes initiatives qui peuvent exister, et même d'un point de vue plus général. Quels sont les soucis actuels, les principaux soucis du métier agricole? Vous en avez déjà parlé, vous l'avez déjà abordé. Quelles sont justement les différentes initiatives et comment surmonter? Quels sont demain, vers quoi le métier agriculteur doit se diriger d'après vous dans le futur? Je vais juste parler pour moi, hein, parce que moi je suis pas syndiqué, je fais pas partie de politique, donc là vous êtes une cinquantaine qui a un lien direct avec un agriculteur, c'est-à-dire au maxi grand-père. Levez bien la main. Vous êtes moins d'une dizaine. Moins d'une dizaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne n'a de lien avec l'agriculture. On fait partie de la génération où on est combien? On représente combien? 3% de la population, je crois. Alors que notre société française, européenne, est basée sur le monde agricole.
Sans l'agriculture, on n'existe pas. Notre pays s'est fait là-dessus, enfin, même économiquement. Hein. Sauf comment vous donnez envie à un jeune, quand ses parents sont agriculteurs, travailler 70 heures par semaine, gagner 500 € par mois, travailler samedi, dimanche, pas de vacances, vous faites quoi? Vous les jeunes là, vous venez vous installer? Ben non, on ne peut pas donner envie quand on fait ça. Chez nous, on est 10 exploitations, on vient d'installer 2 jeunes, et il y en a un 3e qui arrive. Ils ne sont plus qu'agriculteurs, on est devenus agri-entrepreneurs. Alors vous allez me dire, c'est du travail supplémentaire. Ouais, on a enlevé 20 heures de travail par semaine à la ferme, parce qu'on s'est organisé, parce qu'on a donné envie d'aller faire autre chose, d'aller voir les consommateurs. Il faut donner envie, c'est ça. Si c'est pour avoir la plus grosse ferme, le plus gros tracteur, bosser 70 heures et à la fin du mois rien gagner, vous ne donnerez pas envie. J'ai perdu beaucoup trop de collègues comme ça. Parce que quand vous avez 50 piges et que vous bossez tous les jours et que vous ne gagnez rien, à un moment donné, la pression, tout à l'heure on en parlait, la tradition en agricole, elle est terrible. Parce que quand vous reprenez la ferme de vos parents, grands-parents, elle n'est pas que financière, la pression. Elle est familiale, elle est sentimentale, elle est sociale. Et quand autour de vous, les consommateurs, les journalistes, tous les jours vous rabâchent que vous êtes un pollueur, alors que personne n'est venu nous voir dans nos champs. Je me suis fait interpeller par un agriculteur qui était avec ce qu'on appelle un pulvérisateur dans ses champs. Au fusil, il s'est fait interpeller. Vous savez ce qu'il mettait? Il est agriculteur bio depuis 25 ans, il mettait des huiles essentielles. Et ouais, c'est ça la réalité de tous les jours. Donc, comment on donne envie, c'est de changer notre métier, changer l'image. Et c'est pas que l'agriculteur qui y arrivera. C'est aussi, c'est tout le monde. Moi, j'ai pas toujours été agriculteur. J'ai eu la possibilité, au décès de mon oncle, brutal, en 2006, de m'installer. J'étais l'aîné de la famille. J'ai refusé. C'est mon petit frère qui, à l'époque, à 19 ans, s'est installé. 96, ça. J'ai attendu 2006 pour m'installer. Parce que j'étais pas prêt. Parce que j'avais pas trouvé ma voie. Parce que, voilà, c'est aussi le temps qui fait qu'on va pouvoir faire. Mais quand je me suis installé, j'ai cassé 30 ans d'agriculture dans la ferme de mes parents. Pendant 15 jours, j'ai pas vu mon père de 7h le matin à 7h le soir. Il est en dépression. Parce qu'on s'est dit avec mon frère, on s'installe, mais on change complètement, en rupture, l'élevage. Donc, il faut, déjà, laisser faire confiance au monde agricole. Parce qu'aujourd'hui, cette confiance, elle est perdue. Je vous dis, quand vous avez tous les jours des articles comme quand on pollue, sans déconner, je vais être brutal, hein, mais vous ne pensez pas qu'on a autre chose à faire que de dépenser des sous dans des produits phyto qui polluent, qui tuent. On ne le fait pas par plaisir. Hein. Et je peux vous dire que les doses d'utilisation de produits, elles ont été divisées. Et quand on peut ne pas en mettre, on n'en met pas. Surtout pas. Les médicaments, c'est la même chose. Ça fait 20 ans que je fais de l'homéopathie et de la phytothérapie sur mes animaux. Hein. Je ne suis pas sûr que vous en faites sur vous-même ou sur vos enfants déjà. Par contre, vous savez que les bouts de ville, les bouts de stations d'épuration finissent dans nos champs quand même. Toute notre problématique de gestion vient dans nos champs, donc on est bien content de trouver les agriculteurs pour ce genre de choses. Et les résidus de médicaments, et les métaux lourds, et tout ça. Et ça fait des années que ça dure. Donc il va falloir qu'on trouve un respect commun, un travail commun. On a chacun un rôle. Nous, de produire autrement. C'est nécessaire, c'est obligatoire. Mais on doit consommer autrement. Quand j'entends les chiffres de gaspillage, c'est effarant. Je ne sais pas combien de milliers de pots de yaourt tous les jours en France sont jetés. Moi qui suis agriculteur, je vous promets, pour avoir jeté du lait, c'est énorme. Mais si on savait le nombre de pots de yaourt qui ne sont pas utilisés parce qu'ils ont dépassé, voire des fois ils sont retirés parce qu'ils ont un mois, enfin une journée de dépassement ou avant la date, c'est effarant. Oui, merci. Donc, ça, c'est vraiment un témoignage. Je pense qu'il faut vraiment écouter, quoi, parce que vous le vivez. Moi, ce que je peux dire, c'est un peu différent. C'est qu'au plan national, on a par exemple réduit beaucoup l'usage des antibiotiques en élevage. Et ça, c'est remarquable. Alors, pourquoi est-ce que d'ailleurs il faut réduire les antibiotiques en élevage? C'est le risque, si vous voulez, d'avoir des souches qui sont résistantes aux antibiotiques. Et comme certaines souches peuvent être communes, en fait, entre les animaux d'élevage et les
hommes, il faut que à la fois les élevages réduisent les antibiotiques et que les hôpitaux ou la santé publique réduisent aussi l'usage des antibiotiques. Et puis qu'on apprenne à mieux traiter pour que ça ne se propage pas partout. Maintenant, malheureusement, en matière de produits phytosanitaires, disons-le de pesticides, la France n'est pas sur une trajectoire très vertueuse. C'est-à-dire que malgré des plans qui s'appellent éco-phyto, on n'a pas réussi à réduire de manière importante l'usage des phytosanitaires. Et ça pose beaucoup de questions. Moi, je pense que ce n'est pas du tout la responsabilité des agriculteurs, c'est la responsabilité de nos modèles agricoles, de nos modèles économiques. Et ce qui a été dit sur les rendements est très juste. Mais c'est aussi la manière dont le Conseil est organisé. Donc, on a eu finalement une décision pour séparer le Conseil de la vente de ces produits. Néanmoins, il semblerait qu'il y ait encore pas mal d'interactions. Et si vous voulez, ça renvoie au fait qu'il y a en proximité des agriculteurs eh bien, des conseillers qui sont aussi des vendeurs, en fait, des vendeurs de matières premières. Et il y a une forme de paradoxe pour tout l'amont. C'est que vendre des engrais, ça ne rapporte pas beaucoup. Vendre des semences, ça ne rapporte pas beaucoup. En revanche, vendre des phytosanitaires, ça rapporte beaucoup. Donc c'est là-dessus qu'on se retrouve assez coincé. Et il faudrait sans doute des réformes plus profondes. Et ce qu'il faut expliquer également, c'est que tous les changements, les transformations qu'il y a eu après-guerre tendent finalement à nous rendre plus dépendants de ces produits. Parce que par exemple, je crois que dans ce que vous expliquez, ça doit être un peu encore le cas dans votre région. On avait auparavant des forêts, on avait des haies, on avait des petites parcelles. Et si vous voulez, il y avait beaucoup de biodiversité dans ces milieux. Cette biodiversité, elle contrôlait les ravageurs des cultures. Elle limitait leur pression. Donc aujourd'hui, quand vous passez en Beauce, alors là, tout est nickel. Il n'y a pas un brin d'herbe, il n'y a que du blé et tout est à la même hauteur et tout est régulé et contrôlé. C'est vrai, mais évidemment, ce type de modèle avec des grandes plaines, uniquement une variété de céréales, on ne peut pas sortir des phytosanitaires comme ça. Je me permets de rebondir sur ce que... Il marche encore. Ok, je ne m'entendais pas. Vous parliez des produits phytosanitaires et donc plus généralement des pesticides. On en entend beaucoup parler au niveau européen et on a eu notamment très récemment une étude qui est sortie sur les différents pays européens et leur pourcentage d'augmentation ou de réduction d'utilisation de ces produits. Donc c'est vrai que la France n'est pas une extrêmement bonne élève. Et la question que j'avais aujourd'hui, bon, j'aurais 1000 questions à vous poser, mais c'est pas possible. Donc, c'était aujourd'hui, est-ce que vous pensez que dans l'agriculture, il est possible de se passer de ces produits, des pesticides, notamment du glyphosate, puisqu'on sait que beaucoup de pays européens sont très réticents à interdire ce genre de produit, et notamment celui-ci. Si oui, comment, par quels moyens de substitution, par exemple, vous connaissez? Et je sais que M. Bellino, c'était une question qui vous était aussi à la base plutôt adressée. Mais vous trois. Et je ne pense pas être l'expert là-dessus, mais peut-on s'en passer? Moi, j'ai peur que la réponse à date, elle soit non. C'est ce que vous disiez. On a construit un modèle qui nous rend dépendants de ces éléments-là. Et cette dépendance vient beaucoup de ce que vous mentionnez, c'est-à-dire que on a massacré les terres, on a enlevé beaucoup de biodiversité, on a enlevé tout un tas de mécanismes de contrôle naturel ou mécanismes de compensation naturelle. Et aujourd'hui, malheureusement, demain, vous voulez faire quelque chose dans le champ, c'est très dur, de ce que tu disais tout à l'heure, de casser des cycles. Maintenant, les modèles qui s'affranchissent de ça existent. On a commencé par la question d'agriculture, agroécologie, agriculture régénérative et autres. Et ces modèles ne sont vraiment pas de la science-fiction. Vous avez aujourd'hui beaucoup de littérature dans beaucoup de semences ou d'espèces végétales, animales et autres, où on voit au bout de 5, 6, 7 ans que des modèles d'agriculture régénérative avec très faible niveau d'intrants, pas de pesticides ou autres, arrivent à tenir, arrivent à avoir du rendement. Et vous avez aujourd'hui des entreprises, vous allez me dire je suis un peu biaisé, mais je pense que les entreprises, pour le coup, si on avait fait cette conférence il y a 4 ans, j'aurais été moins optimiste. Au cours des 4 dernières années, des entreprises, pas des petites comme Nestlé, Diageo, General Mills, Danone depuis un peu plus de temps,
ont pris des engagements d'agriculture régénérative dans leur sourcing. Et je pense qu'on a besoin de ça parce que je pense qu'un des challenges aujourd'hui à la question que vous posez, c'est la transition et le coût de transition aussi pour les agriculteurs parce que, vous disiez, il n'y a pas non plus l'épargne pour se dire j'oublie ma récolte pendant 2-3 ans mais après elle sera nickel. L'argent aujourd'hui il est plutôt de ce côté-là. Il est du côté des entreprises que j'ai mentionnées et aujourd'hui si elles rentrent dans le jeu en finançant ces transitions, pour le coup, on peut aller vite sur ce qui nous manque aujourd'hui dans ces sujets, l'échelle. Les initiatives, il y en a beaucoup et qui ont du succès, qui marchent. Et heureusement, on en parle de plus en plus. Tant que ces groupes-là, tant qu'ils existent, n'ont pas basculé à l'échelle, ça restera, comme tu disais, des gouttes de lait dans un modèle qui, lui, aura du mal à changer. Oui, tout à fait d'accord avec ça. Et je voudrais déjà témoigner que notre institut, on a à peu près 40 unités expérimentales en France et on s'est engagé à ce qu'elles soient zéro glyphosate. Donc c'est faisable, on y arrive. Et justement, le problème, c'est la transition. C'est-à-dire qu'il y a un temps pendant lequel il faut trouver les pratiques. Il y a parfois du matériel à acquérir pour travailler le sol un peu différemment. Et donc, effectivement, beaucoup de choses. Je voudrais citer aussi une option qui est très importante pour le climat, c'est stocker du carbone dans la matière organique des sols. Alors, il faut que j'explique un petit peu, si vous voulez. On a des plantes. Les plantes, c'est de la photosynthèse. Donc, en fait, ça fabrique du carbone organique à partir du CO2 atmosphérique. Et ce carbone, cette matière organique, elle va être déposée dans le sol par les racines, par les litières végétales. Elle va se décomposer avec des micro-organismes, notamment, mais elle peut aussi s'accumuler. Donc, lorsque vous avez une couverture qui est plus importante du sol, plus de végétation, vous allez en général augmenter la matière organique du sol, et c'est très important pour le climat, puisque vous pouvez stocker de l'ordre d'1 tonne de CO2, alors sous forme organique, par hectare et par an dans des sols cultivés. Simplement, pour y parvenir, vous avez besoin de ne plus utiliser le labour, donc tout à fait ce que vous faites, et ces itinéraires où on va avoir des cultures intermédiaires entre deux cultures principales, c'est très souvent l'usage de glyphosate qui a été adopté. Et donc, il faut apprendre à faire autrement, et les agriculteurs les plus performants y parviennent, mais souvent, ils bricolent eux-mêmes leur matériel. C'est incroyable. Le marché tel qu'il est organisé est pour des options dominantes, avec tout ce que vous voulez comme produits phyto, et il n'y a pas vraiment de matériel qui soit adapté pour faire des itinéraires un peu différents, qui soient plus écologiques. C'est exactement ça. Aujourd'hui, c'est l'agriculteur qui expérimente. Donc, et quand une transition, c'est entre 5 et 6 ans pour revenir à, on va dire, des rendements qui sont suffisants et tout. C'est 5-6 ans. 5-6 ans, c'est long, ça coûte cher. Et quand vous n'êtes pas aidé, quand vous n'êtes pas suivi, vous n'êtes pas sûr de réussir non plus, parce qu'il suffit de se planter une année et vous pouvez tout casser. Donc c'est ça. Moi, pour être très optimiste, tout existe en fait. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à inventer. Par contre, il y a énormément à partager. Et le partager, tout à l'heure, il y a des gens qui parlaient de lobbying. Mais c'est exactement ce que disait monsieur Soussana, c'est aujourd'hui, les grands groupes, ils ne veulent pas partager ces bonnes pratiques, parce qu'il y a aussi quand même des gens qui ne veulent pas changer le modèle. Parce que ce modèle, il rapporte énormément. Et oui, il y a les instituts comme l'INRAE, des choses comme ça, qui vont peut-être aussi aller piocher dans des choses qui sont des essais d'agricoles et qui vont pouvoir les mettre à l'échelle, nous aider. Mais je ne sais pas, un hectare de trèfle de prairie, combien ça capte de carbone? Parce qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure d'avoir moins de viande, mais je voudrais savoir ce que pour vous, c'est quoi un élevage industriel? Qu'est-ce que pour vous un élevage industriel? Parce qu'en France, on commence à en avoir. Et si on fait rien, on va en avoir de plus en plus. Moi, j'ai 80 vaches, on est 2 à travailler. Oui, est-ce que je suis un élevage industriel? Mes animaux mangent 80% de ce que je produis sur l'exploitation. Et dans ces 80%, c'est quasiment 100% d'herbes, de trèfle, de chicorée, de luzerne. Est-ce que je suis un élevage industriel? Je vous pose la question. Non, je ne sais pas. Parce qu'on parle d'élevage industriel. Je n'ai pas la sensation qu'en France, on soit quand même encore
au niveau industriel, enfin, c'est quoi la définition? En tout cas, vous êtes vraiment pas un élevage industriel, vous êtes un élevage à l'herbe et à mon avis, il y a plein de vertus autour de tout ça. Tout à fait d'accord avec la vertu de ces plantes qui fixent l'azote de l'air, qui permettent aussi un stockage de carbone dans la matière organique du sol, une bonne valeur nutritive pour les vaches. Donc tout ça, c'est vraiment de l'agroécologie en fait. Hein. C'est très bien. L'élevage peut l'être en fait. Ah, mais l'élevage, c'est aussi de l'agroécologie. C'est pour ça que l'élevage ne doit pas disparaître non plus. Il a un lien. Mais bien sûr. Dans la biodiversité, il a un rôle très important qu'il ne faut vraiment pas minimiser. Aujourd'hui, vous avez en France la moitié de l'apport d'azote pour les cultures, enfin pour l'ensemble de l'agriculture en réalité, qui vient d'engrais organiques. Alors il y a ce que vous avez dit, c'est-à-dire le recyclage des matières d'origine urbaine, des matières organiques qui viennent des stations d'épuration. Bon, c'est tout de même très contrôlé. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais c'est tout de même très contrôlé. Et puis vous avez surtout les engrais organiques qui viennent des effluents d'élevage. Donc on ne pourrait pas faire tourner l'agriculture demain sans avoir ces matières organiques. Donc en fait, un des curseurs sur lequel on réfléchit, y compris dans les scénarios qu'il y a pour 2050, c'est justement ça. Si vraiment on doit réduire l'élevage, eh bien on va réduire le recyclage de matières organiques à partir de ces prairies notamment. Et comment est-ce qu'on va faire pour la substitution, sachant qu'on ne veut surtout pas augmenter l'azote minéral. L'azote minéral, on veut vraiment le réduire fortement. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas d'agriculture sans élevage. On peut réduire la part, mais imaginez que vous auriez une planète sans animaux d'élevage. C'est une option qui pose beaucoup de questions qui, à mon avis, ne sont pas résolues, en tout cas avec la population mondiale actuelle. D'accord. Moi, j'aurais une question. Je t'interromps. Pardon. Il nous reste 20 minutes, donc je vais déjà juste vous dire que vous pouvez commencer dès maintenant à lever la main pour pouvoir prendre le micro et poser vos questions. Et en attendant, je te laisse quand même poser ta question. Alors moi, j'aurais juste une petite question pour Fabrice Egon. Concernant, alors on n'est pas sans savoir que l'élevage intensif, ça peut créer énormément d'épidémies, que ce soit grippe aviaire, grippe porcine et autres, qui causent des pertes pour les agriculteurs, mais aussi pour les êtres humains en général, parce qu'on peut avoir des épidémies qui se provoquent à cause de cela. Donc quel est votre avis vis-à-vis de ces potentiels essors de virus et de contamination qui pourraient voir le jour dans les dizaines d'années à venir? J'ai répondu un petit peu tout à l'heure pour savoir ce qu'était pour vous l'agriculture intensive. En France, on commence à en avoir malheureusement. Aujourd'hui, des projets de très grosses fermes, moi je parle dans ce que je connais, élevage laitier, c'est problème. Après, les virus, là encore, je me tourne vers le chercheur, je dis, je suis juste un petit paysan de mon coin. J'ai pas la planète au bout de mes doigts, mais ça vient souvent d'ailleurs quand même, quoi. Moi, ce que j'ai vu par contre, c'est que mes collègues là, qui avaient des bâtiments de volailles, n'ont plus rien depuis des mois et commencent tout juste à remplir là. Et ça, c'est un vrai problème. Maintenant, qui en est la cause? Je suis pas sûr que ça soit eux, quoi. Quand ils ont 3 bâtiments label, quand ils ont un canardier, quand ils ont 2 bâtiments même de volailles industrielles. Moi, enfin. Le problème, il est bien ailleurs, il faut remonter, il est mondial, en fait. Et qu'est-ce que nous, on peut faire en tant qu'agriculteurs? Moi, je vous dis, j'en reviens à la source même. Notre métier, c'est de nourrir correctement, et qu'il faut, pour cela, respecter la planète sur laquelle on est. Donc il faut trouver des solutions là-dessus, à long terme. Et moi, je reste persuadé que tant qu'on n'a pas décidé de quelle alimentation on voulait pour demain, parce qu'aujourd'hui, dans la salle, vous avez tous un modèle alimentaire qui est différent. Mais personne n'a décidé, et pour moi c'est un gros échec des EGA, des états généraux qui étaient au départ les états généraux de l'alimentation et qui se sont transformés, je vais peut-être exagérer en disant que c'est devenu les états généraux de l'agroalimentaire ou de l'agro-industrie. Si on était vraiment sur une décision, sur un programme à 30-40 ans, quelle qualité d'alimentation on voulait, on a moyen de rompre ça, mais ça sera à une échelle européenne, mondiale, parce qu'un virus, vous regardez, il part généralement pas de chez nous, quoi. Donc non, mais ça a une autre échelle. Et moi, au sud de Nantes, j'ai un peu de mal à maîtriser ce qui se passe déjà chez moi des fois. Donc autant vous dire que de l'autre côté, je vais plutôt faire confiance aux gens, aux chercheurs et aux grands groupes. Mais l'avantage que moi je vois avoir des tailles humaines dans les exploitations, c'est qu'on est très agile, très rapide. On peut, à une période difficile comme là, la sécheresse, les intempéries, on peut réagir plus vite que quand on a un modèle qui est basé. Ce que disait tout à l'heure M. Soussana, c'était quand on est dépendant complètement de nos intrants, quoi.
où là, on est tout de suite en difficulté. Un coût alimentaire en vache laitière aujourd'hui, avec la problématique matière première, ça ne va peut-être pas vous parler, mais il a pris entre 15 € des 1000 litres à 75 ou 80 € aujourd'hui en fonction du modèle. Moi qui suis basé sur l'herbe que je produis, je suis plus près des 15. Quelqu'un qui est complètement dépendant, il est plus près de l'autre. Voilà. Mais tous les modèles sont bons, il faut tout, parce qu'aujourd'hui dans la consommation, il faut des premiers prix. Malheureusement, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'argent et il faut des produits de qualité. C'est toute la difficulté. Je vais avoir du mal à répondre précisément à votre question. Je vais dire un petit mot parce que c'est un sujet important. Donc on a aujourd'hui 75% des maladies qui sont infectieuses pour l'homme, qui proviennent en fait de zoonoses, donc en fait qui proviennent de réservoirs animaux. C'est à l'origine la faune sauvage. Mais ensuite vous avez des contacts entre la faune sauvage, bien souvent des animaux domestiques, le plus souvent des animaux d'élevage, et l'homme. Et plus ces contacts sont importants, plus aussi on est dans un système d'échange très important de produits animaux notamment, plus les risques de propagation de zoonoses, d'épidémies, voire de pandémies sont importants. Alors évidemment, ce qui s'est passé avec la crise du Covid-19 l'a illustré, ça a été une flambée et on n'en est toujours pas sorti. Mais malheureusement, il nous faut aussi nous préparer pour de prochaines pandémies. C'est quelque chose qui arrivera. Qui n'est pas forcément contrôlable complètement parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec la destruction de la biodiversité, vous avez de plus en plus de contacts entre les réservoirs de pathogènes qui sont dans la faune sauvage, les hommes et les animaux domestiques. Tant qu'on n'aura pas vraiment travaillé là-dessus, qu'on n'aura pas trouvé des options pour réduire ces interactions, on restera avec des risques d'épidémies et de pandémies d'origine zoonotique très élevées. Donc on a en fait une initiative internationale dans ce domaine, le programme Présode, où on travaille avec une soixantaine de pays pour essayer de mettre en place ce qu'on appelle des systèmes une seule santé, à l'interface entre la santé environnementale, la santé de l'homme et la santé vétérinaire. Et c'est autour de ça qu'il faudrait travailler pour réduire les risques. Mais ça veut dire aussi, c'est comme toujours, tout est à l'échelle de système, réduire par exemple les projets d'investissement avec implantation de grands élevages ou en lisière de forêt dans des zones tropicales, et ainsi de suite. Enfin, il y a beaucoup de choses à revoir. On va passer aux questions du public. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? N'hésitez pas à lever la main, qu'on puisse vous identifier. Oui. On vous entend. C'est pour l'enregistrement, ouais, c'est pour ça qu'on attend le micro. Oui, bonjour. J'avais deux questions par rapport au changement climatique. Une qui est plus sur le long terme, sur votre avis sur l'évolution des cultures. Enfin, on voit déjà des choses et voilà, voir comment vous voyez les choses et comment on peut aider ça et accompagner. Et puis l'autre, c'est les risques climatiques. Du coup, enfin, vous parliez tout à l'heure des grêles, etc. Moi, j'entends souvent qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne peuvent pas s'assurer parce que ça coûte trop cher. Enfin, qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution pour pérenniser le modèle économique face à ces risques climatiques ? Alors, je vais commencer. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on a bien documenté. On évalue à peu près avec chaque degré de réchauffement une perte de rendement, si vous voulez, de l'ordre de 6% pour le blé, par exemple. 6% par degré de réchauffement. Mais ce genre de moyenne, ça masque ce qui est la réalité, c'est-à-dire que nous avons aujourd'hui eu en France une perte de rendement du blé de moins 30% en 2016. Ceci sous l'impact, cette fois-là, de pluies intenses, donc un engorgement en eau des sols, des maladies fongiques, et puis également un phénomène de gelée au moment à un moment assez classique en termes climatiques, mais comme les cultures avec le réchauffement se développent plus vite, elles sont frappées par la gelée. Ce qui explique aussi largement ce qui se passe avec les arbres fruitiers, voire la vigne, c'est-à-dire qu'on a eu des gelées par exemple en 2021 en avril. Ça n'a
n'est pas exceptionnel, c'était un peu précoce, mais pas exceptionnel. En revanche, les cultures étaient tellement avancées en stade de développement qu'elles ont beaucoup souffert. Donc, si vous voulez, pour aller très vite sur les options que l'on a, il faut les situer selon un axe de réchauffement progressif et selon un axe de dommage progressif. Au départ, vous pouvez jouer sur ce qu'on appelle de l'adaptation en fait incrémentale. Vous allez adapter un petit peu, vous allez changer les dates de récolte, vous allez changer les dates de semis, vous allez changer peut-être les variétés. Mais ça va permettre d'encaisser les premiers effets du changement climatique. Ensuite, vous devez avoir une approche plus importante. Vous devez travailler aussi sur les ressources en eau, sur la qualité des sols, parce qu'en fait, les sols, ils permettent de stocker de l'eau, ils permettent d'encaisser mieux les effets, et sur la diversification des cultures à l'échelle de l'exploitation. Quand les risques augmentent, on ne peut pas se permettre d'avoir une seule production et puis toute la ferme en dépend, quoi. Donc, vous allez travailler sur la diversification. Et puis, on peut aussi apporter des options. Donc, on travaille évidemment beaucoup sur des essais de sélection variétale dans les climats du futur, donc en CO2 élevé, avec une température élevée, avec des niveaux de sécheresse accrus. Et on peut avoir, de ce point de vue-là, quelques résultats également. En fait, plus on ira dans ce sens-là, plus il faudra avoir des agricultures qui soient résilientes. Et ça renvoie, au-delà de ce que je dis au plan technique sur les productions végétales, à des systèmes et à des filières qui sont en fait beaucoup plus résilientes. Donc c'est un débat qui est très large, celui de la résilience par rapport au changement climatique. Juste pour compléter, peut-être moins sur l'aspect effectivement technique, mais aussi une des questions derrière comment gérer la situation, c'est aussi une question effectivement, j'ai un de mes clients, c'est une coopérative, donc il se pose beaucoup ces questions-là sur aussi comment on garantit très pragmatiquement, bon an, mal an, un minimum de revenus à un agriculteur, quel que soit l'aléa climatique. Et c'est là où ce que vous disiez tout à l'heure aussi, le rôle que l'agriculture peut jouer en tant que puits carbone dans l'économie carbone qui est quand même en train de se construire et dont on a besoin, est un levier qui peut être aussi important. J'ai accompagné la mise en place, par exemple, d'un pilote d'agriculture régénérative en Europe du Nord. Très concrètement, c'est des agriculteurs essentiellement fournisseurs de pommes de terre pour McCain, qui est donc une grande entreprise qui les utilise. Le modèle qu'ils sont en train de construire, c'est évidemment une évolution de pratiques agricoles, rotation de culture, etc. Mais c'est aussi un modèle où les clients, donc les industriels qui achètent derrière ce qui sort du champ, s'engagent sur la longue durée pour pouvoir garantir le temps de la transition et où ils ont accompagné aussi les exploitations pilotes pour l'instant à obtenir une certification bas carbone en reconnaissant qu'ils passent d'à peu près 1% à 3% de part organique dans le sol, qui du coup deviennent des crédits carbone qu'ils peuvent vendre à... ils sont à 40 € à peu près la tonne. Donc ça peut commencer à devenir aussi des sources de diversification de revenus dans une logique effectivement d'absorption de ces aléas. Bonjour à vous. Du coup, je voulais un peu m'en remettre à votre expertise sur le sujet. Donc, tout à l'heure, vous avez un peu mentionné le fait qu'il fallait redéfinir les objectifs ou les lignes directrices pour justement redéfinir un plan alimentaire. Est-ce que vous auriez du coup une intuition sur qui doit impulser ça en fait? Est-ce que c'est du côté des consommateurs, des distributeurs, du côté politique, du côté des producteurs? Enfin, si on passe du coup d'un côté peut-être un peu plus déployable, enfin, l'action en fait, qui doit la porter? Je crois qu'on est tous concernés là. C'est-à-dire que simplement, si vous n'avez pas les pouvoirs publics qui s'engagent dans ce genre de choses, que ce soit au niveau national, au niveau européen, il est peu probable que vous ayez vraiment des résultats. En même temps, ça touche évidemment à une forme de liberté fondamentale. Choisir son alimentation, évidemment, c'est un droit. Donc il ne s'agit pas d'être complètement prescriptif, mais on peut tout à fait imaginer des campagnes d'information. Et on a des économistes qui ont travaillé sur l'efficacité en termes de, si vous voulez, dépenses publiques par rapport à bénéfices santé des campagnes de nutrition, et ça marche.
en fait, ça marche. Vous pouvez avoir une adoption accrue de bons comportements de la part des consommateurs avec une dépense publique qui n'est pas forcément énorme. Donc ça, c'est des choses qu'il faudrait, à mon sens, vraiment renforcer. Comme j'avais lancé ça, c'est un vrai travail collectif en fait, c'est exactement ça. Ça peut pas être le monde agricole qui lance ça tout seul. Il faut qu'on soit tous ensemble là-dessus. Et ce que vous disiez, c'est en fait la mesure, elle est très 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 longue parce que l'impact il va au social, à l'environnemental, à la santé. Et c'est juste énorme. Il y a un vrai travail. Sans les politiques, on peut pas le faire. Qui doit être moteur? C'est difficile parce qu'aujourd'hui, plus personne. Si j'en reviens au thème, c'est le temps. Le temps politique n'est pas celui du temps agricole, il n'est pas celui du temps du chercheur. On a tous des temps différents. Et ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont en place pour tellement peu de temps qui, mis à part laisser leur nom, ne veulent rien faire d'autre et pas prendre de risques. Nous, dans le monde agricole, c'est autre chose. Dans le monde de la recherche, vous travaillez sur parfois des dizaines d'années, voire plus. Et c'est ça qui est difficile, c'est coordonner tout ça. Moi, c'est mon avis, mon intuition, c'est que si on ne fait pas ça, on va avoir du mal à changer les choses. C'est très clair, c'est ça. Après, je suis de nature très optimiste, mais je suis très optimiste sur le métier d'agriculteur demain et sur ce qu'on peut y faire. C'est primordial parce que je pense que notre planète sans agriculteurs ne pourra pas se sauver non plus. On a un vrai rôle déterminant, il faut le remettre aussi au cœur de nos sociétés. Il ne faut pas les laisser, et que ce soit chez moi à Montbern, dans ma petite commune de Loire-Atlantique, mais aussi de l'autre côté du monde. J'ai cette chance-là d'avoir aujourd'hui dans notre entreprise des gens qui viennent. Il y a 3 semaines, on avait des gens de Colombie, de Pologne, on a eu des gens du Japon, du Sénégal, de la Tanzanie. Je pourrais presque vous faire un petit tour du monde des gens qui sont venus chez nous. On est 10 agriculteurs dans un tout petit coin, et on est plus connus à l'international qu'on est connus chez nous. Et c'est juste génial d'avoir des gens qui viennent nous voir en disant mais il faut qu'on travaille notre modèle de l'agriculteur jusqu'à la fin de la transformation et la commercialisation. Et ça, c'est un vrai plaisir. C'est un travail qui va être long, mais on n'a pas le temps non plus d'attendre trop longtemps. Juste un point aussi sur votre question. Je pense que qui peut définir, qui doit d'ailleurs, c'était votre question, définir ça, la question est compliquée, la réponse est compliquée. Après, il y a une question, moi je pense importante aussi, qui est pour le coup pour chacun d'entre nous, pour mes clients, c'est quelle peut être ma part. On a tous une part quand même dans cette histoire. Je ne sais pas combien d'entre vous, à un moment, vous avez pris le temps de réfléchir ce que veut dire une bonne alimentation pour vous. Le temps de réfléchir, au fond, combien d'argent vous êtes prêt à mettre dans l'alimentation. Le budget moyen des ménages d'alimentation était 20% à peu près du budget d'un ménage dans les années 70. Il doit être à 12-13% aujourd'hui. Collectivement, on a tous fait le choix de mettre de moins en moins d'argent dans ce que l'on mange. Et ça, personne ne le... Enfin, si d'autres le re-questionnent par nous, ça va être la révolte, parce que vous n'aimerez pas que demain quelqu'un vous explique que ce que vous achetiez 1 euro, il va vous le faire payer 2 euros parce que c'est mieux pour la société, pour vous, votre santé, etc. Psychologiquement, ça ne passera pas bien. Si vous êtes dans la démarche de, au fond, combien je suis prêt à mettre, aujourd'hui, des offres plus chères mais de meilleure qualité, ça existe. Les produits... dans un supermarché, quand vous regardez les produits avec les labels que vous mentionnez et autres, ils sont à un premium à peu près de 40% par rapport au premier prix. Il faut les deux. Après, chacun achète en fonction de ses moyens, des choix qu'il fait, de l'argent, où est-ce qu'il le met, où est-ce qu'il ne le met pas, et de l'importance qu'il accorde au sujet. Oui. Et ça, c'est le maillon consommateur. Après, vous pouvez descendre toute cette chaîne. Moi, alors, j'ai un enfant de 3 ans, donc je suis assez sensible au menu enfant dans les restaurants. C'est une catastrophe. 80% des restaurants, le menu enfant, c'est un steak haché frites, c'est l'enfant ou le poisson pané. Tu as raison. C'est déjà, au moins, j'évite le bœuf. C'est déjà ça. Mais et du coup, ben oui, je finis par lui prendre à la carte en demandant s'ils font demi-portion. Mais il y a tous les maillons de la chaîne qui peuvent se poser la question de, au fond, qu'est-ce que je peux faire pour aller dans le bon sens. Il y en a qui ont plus de poids et d'impact que d'autres à l'échelle, c'est une évidence, mais ça n'empêche pas.
Et juste un tout petit point, parce là, on touche aussi à des enjeux qui sont liés à la pauvreté. Il faut rappeler qu'il y a des Français qui n'ont pas vraiment le choix. Enfin, en tout cas, peut-être qu'ils pourraient changer leur mode de consommation, mais ils sont tout de même coincés et ils réduisent leur consommation alimentaire. Et on a aussi, bien sûr, tout ce qui est restaurant du cœur et autres, parce qu'il y a les banques alimentaires, parce qu'il y a des gens en situation de pauvreté qui ont besoin d'aide pour leur consommation. Donc là, on touche aussi à quelque chose de très important, parce que les catégories socio-économiques n'ont pas les mêmes modes de consommation. Et il y a une forme de paradoxe, ceux qui consomment le plus de viande, c'est plutôt ceux qui sont en bas de l'échelle sociale. Donc, encore une fois, il ne s'agit pas d'être prescriptif, il ne s'agit pas de dire à des gens, par exemple, qui sont avec des difficultés pour acheter de la nourriture, vous devez changer parce que, etc. Enfin, ils ont vraiment des problèmes qu'il faut respecter. Mais c'est ça aussi, beaucoup de choses vont pouvoir passer par l'éducation, par l'école. Expliquer comment on mange, il y a bien longtemps qu'on ne le fait plus à l'école non plus. Expliquer ce que c'est que le métier d'agriculteur, il y a bien longtemps qu'on ne le fait plus. Moi, j'ai la chance de travailler avec c'est des clients, et je suis au conseil d'administration, c'est une entreprise à mission dans la restauration scolaire et collective. Et on intervient dans les cantines dès le plus jeune âge. Et en fait, ils ont mis en place où c'est l'enfant qui choisit sa portion. S'il a faim, petite faim, moyenne faim, grande faim. L'objectif, c'est que le plateau, 0 déchet. Mais l'enfant, quand il a goûté, et si ça lui plaît, il peut retourner. Et je vous promets, c'est un sketch quand vous êtes à la cantine. Mais c'est juste génial. Donc je pense que c'est faisable, et dans plein d'endroits. Après, je reviens, c'est que tous les produits ne se valent pas. Même du lait, tous les laits ne se valent pas. Aujourd'hui, quand vous lisez une étiquette, le Nutri-Score, c'est le même pour tout le monde. Mais en fonction de comment il est produit, c'est pas le même. Nous, on fait des tests chez nos clients, dans des écoles, où quand vous enlevez 40% du sucre sur des laitages, et que les enfants choisissent quand même votre riz au lait, parce qu'il a un meilleur goût, le sucre, il vient cacher des défauts. Donc il y a aussi du travail à faire auprès des chefs cuisiniers, mais pour moi, ça passera par l'éducation, par l'école, et qu'on trouve, il y a un vrai rôle dans les collectivités, dans les hôpitaux. Il y en a marre d'entendre que quand on est malade, on mange mal. Le premier médicament, c'est la nourriture, surtout chez nous en France. Je pense que pour se retrouver la forme, bien manger, c'est hyper important. Et le bien manger, c'est pas des quantités, c'est manger bon, c'est manger sain. Mais derrière le sain, en France, je pense que toutes les entreprises agroalimentaires font du sain, sans bactéries, germes. Il y a quelques accidents, oui, mais on est, je pense, la meilleure dans le monde. Par contre, est-ce que tout le monde fait sain pour la santé? Ça, c'est une autre question. Sain pour le goût, c'est une autre question. Mais je ne remettrai jamais en cause, en tout cas, le sain d'un point de vue sanitaire. Je pense qu'on a les meilleures entreprises du monde de ce côté-là. On va prendre une dernière question, du coup, juste ici. Aujourd'hui, la spéculation, elle est très importante. Enfin, c'est une réalité. Vous qui parlez justement de ligne directrice et le fait que justement on a besoin de planification, on a besoin que on suive ça. Est-ce qu'il y a possibilité de remettre en cause le côté financier du prix des matières premières, justement pour donner un peu plus de vision pour l'agriculteur? Là, c'est très difficile parce que c'est un marché, le marché d'explication, c'est pas. Enfin, le monde agricole en dépend et il l'utilise. Hein. Attention, hein, parce qu'aujourd'hui, on essaye de retenir nos céréales pour savoir si on ne va pas gagner 10 € demain. Hein. Donc, où on va implanter tel type parce qu'on sait que ça va. Ou notre rotation, elle a tout changé là, depuis 6 mois parce que ce qu'on avait prévu, comme ça s'est retourné, on peut peut-être aller gratter un petit billet de 1000 € là-bas, un petit billet de 1000 là. Donc on le fait, on est les premiers spéculateurs. Donc c'est tout ça qu'il faut changer, hein. C'est compliqué. À l'inverse, nous on vend un produit de grande consommation, c'est du lait UHT. Aujourd'hui, on n'a pas pu passer les augmentations qui correspondent à tout ce qui a été flambé dans le gaz, l'électricité, les emballages, le transport. Si on avait dû faire, notre lait qui était à 99 centimes, il serait à 1,25 aujourd'hui. Aujourd'hui, il est entre 1,01 et 1,05. C'est l'entreprise qui perd, c'est les agriculteurs qui perdent. Pourquoi on fait ça? C'est qu'on veut continuer de bien nourrir et donc on compte sur les consommateurs pour activer ça et on trouve des solutions dans nos exploitations pour limiter ça. Maintenant, je pense qu'il y a des moyens. Alors, moi, je suis peut-être bisounours, hein, comme me dit un copain.
Mais on sait combien en France on consomme, ou on autoconsomme de céréales. À un moment donné, on devrait retirer une grande partie du marché spéculatif, quoi. Parce que là, on remet des volailles en place. Le porc, qui est l'alimentation première, c'est quand même la céréale ou la protéine. Comment vont faire les éleveurs? Enfin, le marché, on va retrouver des produits qui vont être hors de prix dans les magasins. C'est la problématique aujourd'hui. Il y a deux problématiques: le prix et pouvoir fabriquer. Nous, on a failli être à l'arrêt pour juste des étiquettes papier sur une palette. Je vous promets, hein. Ça s'est joué à 8 jours parce qu'on n'avait pas nos étiquettes papier sur des palettes et on aurait dû arrêter la fabrication. Le lait, c'est 3 jours de conservation quand il est cru, hein. Donc s'il faut commencer à acheter les 50 000 litres de lait par jour, vous faites quoi? La problématique, ça va être aussi la qualité, enfin les matières premières pour produire. Parce que le lait cru, malheureusement, enfin, qui boit du lait cru ici? J'aime bien faire les petits sondages, moi. Ouais, donc vous êtes la seule à moitié qui consommait du lait cru. Donc vous voyez, le lait cru, ça serait hyper simple, hein, de consommer du lait cru, parce qu'on n'aura pas du tout de transformation, là. Donc en termes d'énergie, c'est tip top. Circuit court, de la vache au bol, c'est génial, c'est hyper bon, mais plus personne ne le fait. Aujourd'hui, on consomme 90% de lait UHT. Donc si on se met pas sur ce marché-là, et on ne le fait pas. Juste un petit mot, juste, parce que la question c'était, disons, spéculation. Bon, le problème que l'on a, et qui est tout de même assez important, c'est qu'il n'y a pas de transparence sur les marchés. Donc aujourd'hui, vous avez un marché du blé au niveau international, et les cours fluctuent. Mais on ne connaît pas en détail les évolutions des stocks. Encore une fois, ces stocks sont privés, donc effectivement, on ne connaît pas quelles sont l'ampleur de ces stocks. Ce qui permet à beaucoup d'opérateurs de spéculer parce qu'il n'y a pas en fait, de transparence. Donc si on veut limiter cet effet de spéculation, il faut absolument qu'on renforce la transparence. Et ça pourrait être demandé par des États, hein, ça n'est pas hors de portée. Mais il faudrait qu'on agisse assez fortement, ce n'est pas tellement dans le sens actuel, et l'OMC n'est pas trop favorable à ce genre de choses. Oui, alors ça, ce serait aller plus loin. C'était le cas dans les années 60 ou 70. Il y avait vraiment des stocks publics. Il y avait des offices céréaliers. Chaque pays, plus ou moins, gérait ses stocks. Simplement, les économistes ont dit c'est pas très efficace votre affaire parce que vous gardez des stocks, les stocks se périment, etc., etc. Donc, il y a une forme de compromis à trouver. En fait, les pays consommateurs en Afrique de l'Ouest, par exemple, ont réussi à faire un système de stockage distribué, régional, national, local, et ça a été assez remarquable, ça a été soutenu par des agences de développement. Et donc ça, on peut le faire dans les pays qui sont importateurs nets selon les règles de l'OMC. Mais pour les pays de l'OCDE, on ne peut pas, telles que sont les règles aujourd'hui. Alors peut-être que ça bougera un jour, mais à minima, on pourrait avoir une meilleure transparence. Francesco, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, c'était par rapport à cette dernière question qui est effectivement, ce serait presque un modèle de banque centrale en fait, dédié aux denrées alimentaires. Aujourd'hui, ce n'est pas l'air du temps. En revanche, effectivement, je pense que la question, vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui, très peu de pays ont ce qui peut être des stocks stratégiques publics de ces denrées. C'est pas impossible que ce qu'on est en train de vivre puisse faire changer ou basculer certains pays dans ces logiques-là, parce qu'on voit aussi... En fait, encore une fois, je pense que ce qu'on est en train de vivre post-crise avec l'invasion de l'Ukraine affecte le secteur alimentaire sur des mécanismes que l'on a vus au moment du Covid dans d'autres secteurs industriels. Le Covid n'a pas grippé la machine alimentaire, sauf très grande exception, parce que tous les pays ont conscience de l'importance stratégique. Là, de facto, on s'est retrouvé dans un modèle très déstabilisé qui va poser beaucoup de questions, et notamment, enfin, on le voit en France, dans d'autres pays, des questions aussi de stratégie pour le coup, pas jusqu'à l'autonomie, mais au moins en tout cas de comment on repense aussi la stratégie agricole pour se doter d'une plus grande autonomie vis-à-vis des spéculations et des flux internationaux. Bien, merci beaucoup. Le problème de ce genre de conférence, c'est que souvent elles ont une fin. Du coup, on va devoir, je suppose qu'il y en avait encore plein d'entre vous qui avaient plein de questions à poser, mais on va devoir s'arrêter ici. Je pense qu'on peut remercier en applaudissant.
Merci encore à tous les trois. Pour ceux que ça intéresse, il y a une autre conférence ensuite dans cet amphithéâtre qui est ce que les artistes ont à dire sur le changement climatique avec Luc Jacquet qui est réalisateur et Flore Vasseur, écrivaine et réalisatrice. Merci encore à tous d'être venus et merci à nos experts.